explique un petit peu. Donc, la FHU Infire, représentée ici par Camille Cohen, Raphaël Bory, moi-même, Emmanuel Vidal-Petiot. On travaille en néphrologie, pneumologie et moi physiologie. Cette FHU, Fédération Hospitalo-Universitaire, c'est le regroupement d'unités cliniques et de recherche pour essayer d'impulser des projets un peu transversaux, collaboratifs, de recherche, d'enseignement, euh, pour voilà, exploiter les forces qu'on a et qui parfois avancent en parallèle au lieu de travailler ensemble, aussi bien en clinique qu'en recherche. Et donc, on a eu cette FHU labellisée l'année dernière. Et dans le cadre de cette FHU, on a une chef de projet, Jamila, qui est au fond, qui arrête, qui nous aide à ce versant-là, qui est un des versants pédagogiques de la FHU. L'idée, c'est d'organiser quelque chose pour les jeunes médecins et soignants au sens large. Donc, je suis ravie qu'il n'y ait pas que des médecins de Bichat, avec des thèmes extrêmement divers, euh, transversaux, qui s'adressent à tous. Et comme maître mot, vraiment la pédagogie. On veut faire des conférences, voilà, pour que les internes se passent le mot que non, non, c'est pas pointu, c'est pédagogue. Et donc, aujourd'hui, le professeur Gabriel Steg, qui est le chef de service de la cardiologie, va nous faire les études incontournables en cardiovasculaire. L'idée peut être exhaustive, mais voilà, de donner un regard. Ça s'adresse plus aux non-cardiologues, hein, aux cardiologues qui connaissent tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas, prendre un café, un croissant. L'idée, c'est que ce soit convivial, que les internes, etc., se rencontrent. Et merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté. Bon, merci beaucoup de l'invitation. Alors, le titre est très vaste. Donc, comme le titre est vaste, je me suis senti autorisé à parler de ce que je voulais. Et donc, je vais vous faire une espèce de florilège de la thématique des essais cliniques en cardiologie, qui est une spécialité où il y a beaucoup d'essais cliniques, beaucoup de grands essais cliniques, et puis terminer peut-être avec un regard tourné un peu vers l'avenir. Alors ça, c'est mes liens d'intérêt. Moi, je fais les essais cliniques depuis 25 ans, beaucoup avec l'industrie, beaucoup académique aussi, beaucoup de PHRC et de choses similaires. Donc j'ai des liens d'intérêt avec l'industrie. Et puis j'ai même un brevet. Malheureusement, j'en reçois pas les royalties, mais j'ai un brevet sur les PCSK9. Euh, alors, il y a plusieurs thématiques qui sont assez disjointes, mais qui toutes ont trait à la cardiologie. Il y a des aspects qui ont beaucoup évolué. Et je vais les traiter nécessairement par un survol. Mais un des exemples en cardiologie qui montre à quel point les essais cliniques ont fait avancer la discipline, c'est celui du traitement de l'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque, pathologie grave, la médiane de survie était entre 3 et 5 ans après le diagnostic il y a 25 ans. Aujourd'hui, le pronostic a été révolutionné. Il a été révolutionné parce que on a identifié des traitements médicaux remarquablement efficaces, essentiellement 4 catégories de médicaments: les bêta-bloquants, les bloqueurs du système rénine-angiotensin couplés à la néprilysine, les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes et les inhibiteurs du SGLT2, ce qu'on appelle les 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et ces 4 catégories de traitements ont été identifiées par toute une série d'essais cliniques, et je vous ai mis ici la timeline des essais cliniques entre 1986 et 2020, et je trouve que c'est assez impressionnant de regarder. Chaque couleur correspond à une catégorie de médicaments qui a été testée, certains avec succès, d'autres sans succès ou avec moins de succès, et on voit à quel point il y a eu une accumulation de preuves pour chacune des catégories de médicaments. Par exemple, les inhibiteurs de SGLT2 en jaune à droite, il y a eu 3 essais parfaitement concordants, et ainsi de suite, qui montrent que ces médicaments sont des médicaments essentiels pour l'insuffisance cardiaque. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des essais ni vous ennuyer avec ça, mais je pense que c'est l'accumulation qui est assez impressionnante. Et pourtant, on arrive à un moment où le modèle s'essouffle. Il s'essouffle parce que les essais cliniques deviennent de plus en plus coûteux et de plus en plus régulés. Et la lourdeur administrativo-réglementaire d'un côté et le coût des essais cliniques sont en train d'augmenter de façon exponentielle. Et à droite de cette diapo, vous avez un graphique qui montre le coût moyen par participant en milliers de dollars et l'évolution de ce coût entre 1990 et 2010. On voit que c'est en train de s'envoler. Et ça s'envole parce que voilà, les essais cliniques qui étaient extrêmement simples il y a 30 ans sont devenus très compliqués, très régulés par les régulateurs.
politiques ont sûrement de très, très bonnes raisons de faire ça, mais ils ont complexifié considérablement la logistique des essais cliniques, on pourra en parler si vous voulez, et ça devient insoutenable. C'est-à-dire que plus personne n'arrive à financer des essais cliniques comme ça, même l'industrie pharmaceutique, et a fortiori les essais académiques sont très compliqués à mener avec les budgets qui sont ceux du PHRC. Faire des essais de mortalité sur des centaines ou des milliers de patients, ça devient impossible avec les coûts qui sont là. Et à ce problème de coût se surajoute l'empilement réglementaire qui fait que quand on fait un essai clinique, c'était extrêmement simple il y a 30 ans. Les plus grands essais sur la thrombolyse, l'essai pivot, il a été mené avec un cahier d'observation qui faisait une page. Et le modèle anglais, le Large Simple Clinical Trial, une page de cahier d'observation. Maintenant, quand on fait un essai clinique, entre le monitoring, la sécurité, l'efficacité, etc., on a des cahiers d'observation à 400 pages. Donc, c'est devenu très, très compliqué et très régulier. Alors, comment on sort de ça? Ben, il y a un modèle qui a émergé il y a une dizaine d'années qui est intéressant. C'est un modèle qui a émergé en cardiologie sur une thématique, peu importe la thématique, c'était celle de la thrombectomie. Est-ce que la thrombectomie est utile dans l'angioplastie primaire de l'infarctus du myocarde? Il y avait eu toute une série de petits essais, notamment un essai néerlandais qui disait la thrombectomie par rapport à l'angioplastie coronaire conventionnelle, ça réduit la mortalité à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde de façon spectaculaire. Mais c'était un essai sur quelques centaines de patients, monocentriques, euh, 1000 patients en gros. Et cet essai a été infirmé par un autre essai, qui est un essai suédois, qui s'appelle TASTE, qui est sorti en 2013 dans le New England, et qui dit, bah non, la thromboaspiration n'a aucun effet. Pourquoi je vous parle de TASTE? Non pas que la thromboaspiration soit un sujet très intéressant, mais ce qu'ont fait les investigateurs suédois, c'est qu'ils ont niché leur étude dans le registre national des infarctus du myocarde suédois. Le registre national des infarctus du myocarde suédois, c'est un registre où tous les infarctus du myocarde du pays sont enregistrés en temps réel. Dès qu'il y a une angioplastie ou dès qu'il y a un infarctus du myocarde qui est suspecté, il est entré dans le registre. Et ils sont suivis et automatiquement liés au système de santé suédois, ce qui fait qu'on a le devenir du patient. Et ils ont décidé de nicher leur essai sur la thromboaspiration au sein de ce registre. Donc la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était consentir le patient et puis tirer au sort thromboaspiration, pas thromboaspiration. Tout le suivi, toutes les données du patient sont dans le registre. Ça leur a permis de faire un essai qui a inclus 7000 patients en quelques mois, 7 fois plus que l'essai néerlandais, qui était extraordinairement représentatif parce que l'essai a inclus pratiquement 70% de la population suédoise qui avait un infarctus du myocarde. Donc, dans les essais cliniques, on dit toujours, dans les essais randomisés, les populations ne sont pas représentatives, elles sont très sélectionnées. Donc, vous avez 70% de la population du pays traitée, là, votre essai est représentatif. Et ils ont apporté une réponse qui était claire et qui était, en l'occurrence, différente de celle qui avait été retrouvée. Et ce concept de l'essai niché dans un registre, est extrêmement intéressant. Et quand le papier est paru, donc il est paru dans New England, il y a eu un éditorial sur la thrombectomie, mais il y a eu un papier qui l'a accompagné en disant ça, c'est une technologie disruptive. Ça, c'est un truc qui va réduire les coûts, la complexité des essais cliniques de façon radicale. Et c'est ça le modèle d'avenir des essais cliniques, c'est d'avoir des grands registres par pathologie, l'insuffisance rénale, le diabète, les maladies rhumatologiques, enfin, quel que soit votre domaine d'intérêt en médecine, ça s'applique très bien en général. Et puis de nicher dans ces registres nationaux continus qui soient reliés au système de santé, des essais cliniques où tout ce qu'on a à faire, c'est consentir le patient et le tirer au sort. Et ça nous a inspiré pour créer, avec l'aide d'un RHU, une grande cohorte française d'infarctus du myocarde, qui s'appelle Frenchy, dans une trentaine de centres en France, dans laquelle on a nous aussi niché des études randomisées en rouge, des études observationnelles en bleu, pour tirer parti de ça. Et comme les Suédois, on l'a relié au SNDS de façon à avoir un suivi exhaustif, continu et indéfini des patients. La petite nuance, c'est que le SNDS, ce n'est pas du tout des données en temps réel, c'est entre l'accumulation des données et leur disponibilité, il y a pratiquement 2 ans et demi. Mais à ce détail près, qui est un détail important, c'est le même modèle que le modèle suédois. D'ailleurs, on est allé voir les Suédois pour avoir un registre commun avec eux. Donc ça, c'est à la fois le sujet de l'insuffisance cardiaque et l'évolution vers de nouveaux modèles d'essais cliniques. La deuxième chose dont je voulais vous parler, qui n'a aucun rapport avec la première, c'est vous parler de cardiologie interventionnelle structurelle, parce que c'est un domaine où ce qu'on teste, ce n'est pas des médicaments, ce sont des dispositifs médicaux. Et dans le domaine des dispositifs médicaux, traditionnellement, l'innovation, elle est relativement peu évaluée. Les chirurgiens ou les interventionnels ont un nouvel outil, c'est toujours intéressant d'avoir un nouvel outil, c'est un peu un nouveau jouet. On se dit, ah, bah, c'est bien, c'est sûrement mieux que ce qu'on faisait avant, et on va l'utiliser. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de la cardiologie interventionnelle structurelle, c'est que vous allez voir qu'en fait,
les choses ont été assez rigoureusement évaluées. Et c'est même assez surprenant quand on regarde rétrospectivement. Il y a eu énormément d'essais cliniques randomisés bien faits qui ont établi la valeur, l'intérêt clinique de ces nouvelles technologies. Alors le prototype, c'est le TAVI, c'est-à-dire l'idée du remplacement percutané de la valve aortique sans chirurgie cardiaque, en passant par la aorte et en montant de façon rétrograde jusqu'à la valve aortique pour aller déployer à l'endroit de la valve aortique rétrécie une prothèse percutanée avec un ballon qui va écraser l'ancienne valve et prendre sa place. Alors, la première procédure a été faite en France par Alain Créguier, qui est vraiment l'inventeur de la technique 2002. Et je suis très fier que la seconde procédure a été faite à Bichat par Alex Valadian. C'est un domaine qui nous parle. Et c'est quelque chose qui a connu un essor absolument remarquable. Ça, c'est en 2002. Voilà le schéma de comment ça se passe. C'est une figure du JAMA. Vous avez la valve aortique qui est donc rétrécie ici avec des feuillets calcifiés, des nodules calcifiés qui s'ouvrent et qui se ferment, mais qui s'ouvrent très peu. On passe de façon rétrograde un cathéter avec une extrémité en queue de cochon sur laquelle est sertie une valve au travers de la valve aortique. On stimule avec un pacemaker temporaire le cœur à très haute fréquence pour éviter que ce cathéter se fasse chasser par la force d'éjection ventriculaire gauche. Et on déploie en quelques secondes cette valve sur la valve aortique et on retire le cathéter. Et ensuite, on a la nouvelle valve au bon endroit. Alors, c'est toute la subtilité, c'est évidemment de la mettre au bon endroit, sous les artères coronaires pour ne pas avoir d'obstruction coronaire, mais pas trop basse non plus, d'avoir la bonne taille, qu'il n'y ait pas de mismatch entre la taille de la valve et la taille de l'anneau, qu'il n'y ait pas de trouble conductif induit par l'écrasement de la valve par la nouvelle prothèse, ce qui est quelque chose qui peut arriver. Mais c'est une technique assez remarquable et qui maintenant est tout à fait mature. Et voilà la valve en place. Une fois qu'on a retiré le cathéter, vous voyez, évidemment, la chambre de chasse retrouve un calibre normal et l'ancienne valve est écrasée sous les barreaux métalliques, le grillage métallique de la nouvelle valve. Elle est complètement plaquée contre la paroi aortique. Et voilà l'aspect radiologique chez ce patient. Alors, un exemple, ça c'est une toute petite partie des essais qui ont été menés. Il y a eu des consortiums médico-chirurgicaux qui ont évalué cette technique. Un des consortiums est un consortium américain qui s'appelle le consortium Partner avec un des fabricants de valves. Et ils ont d'abord testé cette valve contre la chirurgie chez les patients non opérables. Donc là, c'était pas contre la chirurgie, c'était contre le traitement médical, des patients inopérables récusés pour la chirurgie avec des rétrécissements optiques serrés. Et ils ont montré que mettre une prothèse, c'était mieux que de laisser mourir ces malades, ce qui était relativement attendu. Puis ensuite, ils ont dit, on va prendre des patients à haut risque chirurgical et on va tirer au sort TAVI contre chirurgie. À nouveau, ils ont montré l'intérêt. Ensuite, ils ont dit, maintenant, il faut regarder si chez des patients à risque intermédiaire, il y a un gros groupe de patients, beaucoup plus gros, est-ce que là, le TAVI fait aussi bien que la chirurgie? Ils ont fait un troisième essai, partenaire 2A. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont montré qu'il y avait un bénéfice, ils ont dit, on va s'intéresser aux patients à faible risque, partenaire 3. Et tout ça a été fait assez rapidement, puisque vous voyez que le premier essai randomisé, c'est 2010, le deuxième 2011, le troisième 2016 et le quatrième 2019. Donc, et ça, c'est pour un seul des fabricants de valves. Il y a eu plein d'autres essais depuis, soit académiques, soit faits par l'industrie, pour montrer l'intérêt de la technique et la comparer à la chirurgie. Et en parallèle, le matériel lui-même évolue très rapidement. Tout ça a été inventé en 2002, en 2010, les premiers essais randomisés, mais les prothèses elles-mêmes, on voit, elles s'améliorent, le calibre des cathéters nécessaires à leur mise en place diminue drastiquement de 22 French, 24 French initialement à 14 French. Les tailles disponibles se diversifient et on a une maturation de la technique qui est tout à fait remarquable. Et le dernier essai, qui était Partner 3, c'est 1 millier de patients environ randomisés en 2019. Et le résultat est sans appel quand on compare le devenir clinique des patients entre les patients opérés par chirurgie conventionnelle et le TAVI. Décès, AVC ou réhospitalisation, il y a clairement une supériorité du TAVI qui explique l'envol de la technique. Et on voit ici le registre américain du traitement des rétrécissements optiques. On voit le TAVI en rouge qui s'envole et on voit le remplacement valvulaire chirurgical qui commence à décliner et qui va s'effondrer très rapidement les années qui suivent. Voici ici les dernières statistiques qui sont disponibles, il y a 3 ans. On voit par classe d'âge, chez les octogénaires, il n'y a plus de chirurgie, il n'y a plus que du TAVI. Chez les gens entre 65 et 80 ans, la chirurgie est devenue marginale, 10% des malades, 90% des malades ont un TAVI, et même chez les malades de moins de 65 ans, c'est 50-50. C'est souvent des patients qui ont des bicuspidies, donc ils ont des indications chirurgicales, parce qu'en plus, il faut traiter la dilatation de l'aorte.
et c'est 50% chirurgie, 50% TAVI. Donc vraiment, le TAVI est en train de éradiquer la chirurgie valvulaire de remplacement aortique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas seulement fondé sur l'enthousiasme des opérateurs, mais sur des essais cliniques randomisés. Et je vous ai montré un tout petit échantillon des essais qui ont été réalisés. Un troisième sujet que je voudrais traiter, c'est un sujet qui est assez rigolo, assez intéressant, qui est celui de à quoi sert l'angioplastie coronaire chez les patients coronariens stables. Stable, j'insiste sur le stable. Dans l'infarctus du myocarde, l'angioplastie coronaire, un traitement qui sauve des vies, qui est bien établi. Chez les patients coronariens stables, c'est beaucoup moins clair et on a tendance très facilement à proposer une coronarographie en vue d'une revascularisation, souvent percutanée, à des patients coronariens stables. Ils ont de l'angor, ils ont de l'ischémie, parfois ils n'ont pas d'angor, ils ont juste de l'ischémie silencieuse. Parfois, ils n'ont même pas de symptômes. On leur a fait du dépistage, on leur a fait un score PELSI qui est élevé. Comme le score PELSI est élevé, on leur a fait un scanner coronaire. Le scanner coronaire trouve des lésions, on leur fait une coronarographie. La coronarographie trouve des lésions serrées, on dit, bah, vous la vascularisez. Est-ce que c'est quelque chose qui repose sur l'état de la science? Et en fait, de façon assez surprenante, la science dit que non, pas du tout, ça ne sert à rien. Et ça a commencé, c'est une histoire qui a commencé il y a 20 ans pratiquement, par un essai financé par le NIH américain, qui s'appelait l'essai Courage, et qui a pris des patients coronariens stables, qui avaient de l'angor, qui avaient des tests d'effort positifs, des tests d'ischémie positifs, et les a tirés au sort entre traitement médical optimal, avec à la fois le traitement anti-angineux, mais surtout les traitements de prévention secondaire, les antiagrégants plaquettaires, les hypocholestérolémiants, les bloqueurs du système rénine-angiotensin, etc. Et la même chose, plus l'angioplastie coronaire. Et à la surprise générale, la survie de ces patients était exactement la même. Le bras traité médicalement allait aussi bien que le bras traité de façon interventionnelle. Alors cet essai a été extraordinairement critiqué, surtout par les cardiologues interventionnels. Ils ont trouvé que cet essai était très très imparfait, il avait plein de défauts. Le problème, c'est que ce n'est pas le seul essai. Et puis en plus, les seuls bénéfices qu'on retrouvait dans cet essai au traitement interventionnel, c'était que les symptômes angineux disparaissaient un peu plus vite dans le groupe traité de façon percutanée, mais même le groupe traité médicalement, finalement, il s'améliorait à terme d'à peu près de la même façon. Quand on regarde le pourcentage de patients qui n'ont plus d'angor dans les deux bras, on voit qu'avant, il y a pratiquement 80% des patients qui sont angineux, avant le tirage au sort. Et puis, un mois après le tirage au sort, bah, il y a un peu moins d'angor dans le bras angioplastie coronaire. Et puis, dès 24 à 36 mois, les courbes convergent complètement et on se retrouve avec 60% des patients qui n'ont pas d'angor et 40% des patients qui gardent quand même de l'angor dans les deux bras. Ça, c'est la seule vraie différence qu'on voit. Un deuxième essai a été fait quelques années plus tard chez les diabétiques. S'il y a bien une population où on attend un bénéfice de la revascularisation compte tenu du mauvais pronostic, c'est les diabétiques. Et donc, le groupe Barry 2D, c'est aussi un essai nord-américain, a pris des diabétiques et les a tirés au sort entre traitement médical optimal, plus revascularisation, qu'elle soit par angioplastie ou par chirurgie. Souvent, les diabétiques ont besoin d'une revascularisation chirurgicale euh, qui a plutôt été montrée être supérieure à l'angioplastie coronaire dans la maladie coronaire du diabétique. Et vous constatez qu'à nouveau, la survie en haut et la survie sans événement morbide en bas sont absolument identiques dans les deux bras, même chez les coronariens stables diabétiques. Alors ça commence à être vraiment troublant. Et puis après, on a dit oui, mais il y a un problème, c'est qu'il y a des biais de sélection dans ces essais, parce qu'on randomise les patients après qu'ils aient eu une coronarographie. Or, probablement, ni les patients, ni les cardiologues qui ont trouvé des lésions coronaires critiques n'ont randomisé n'importe quel patient dans cet essai. Ils ont dû probablement ne randomiser que les populations à faible risque, parce que quand on voit une lésion du tronc commun ou une lésion proximale de l'IVA chez un patient, bah, on n'a pas envie de le randomiser, on va le revasculariser. Et donc, on a revascularisé tous les bons candidats à la revascularisation et on a randomisé que les mauvais candidats qui ont des lésions à faible risque. Et donc, il y a un problème de sélection avant la randomisation. Et pour répondre à ça, eh bien, le NIH a monté un troisième essai, qui a été un très gros essai, très coûteux, très long, coûté des dizaines de millions de dollars, qui s'appelle l'essai Ischemia. Et lui, il s'est posé une question différente. Il a dit, ben, je vais randomiser les patients en amont d'une coronarographie. Je vais prendre des patients qui ont une preuve d'ischémie par un test d'effort avec de l'imagerie, avec une ischémie minimale garantie. Il faut qu'ils aient une ischémie étendue et c'est évalué par un corps lab avant la randomisation. Et ensuite, je les tire au sort. Traitement médical optimal, plus coronarographie en vue de revascularisation. Donc, ce qu'on teste, ce n'est pas le stenting, c'est
la coronarographie, la stratégie invasive en vue de revascularisation, en plus du traitement médical. Et ben, à nouveau, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux bras. Il y a même initialement un léger surrisque dans le bras invasif, puis les courbes se croisent, on a l'impression que ça va s'améliorer. Alors, les cardiologues interventionnels, quand les premiers résultats ont été étudiés, on dit, mais voyez, les courbes se croisent, il faut juste attendre un petit peu plus. Et quand on attendra un petit peu plus, on va voir émerger le bénéfice de la revascularisation. Donc, on a attendu plus, et quand on regarde la survie après en attendant plus, il n'y a pas de différence, c'est tout à fait identique entre les deux bras. Donc, quand vous voyez un patient qui se plaint de rien, à qui on a fait coroscanner, scanner, coro, et à qui on dit qu'il faut en urgence avec du STNT, c'est une question qui mérite d'être parfois réfléchie un petit peu. Alors, je voudrais basculer maintenant vers le sujet des innovations thérapeutiques pharmacologiques. Et je vais prendre essentiellement deux exemples. Le premier, c'est le traitement anticoagulant, en particulier le traitement anticoagulant de la fibrillation atriale. Donc, on sait depuis 25 ans, par toute une série d'essais randomisés contre placebo, que lorsqu'il y a de la fibrillation atriale, paroxystique, persistante ou permanente, et un risque cardiovasculaire élevé, mesuré par exemple par le score de Shalzba, eh bien, le traitement anticoagulant est très supérieur au placebo dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux cardio-emboliques. Et les traitements anticoagulants plaquettaires sont très insuffisants et très inférieurs aux traitements anticoagulants. Tous ces essais avaient été faits avec les antivitamines K, la warfarine aux États-Unis. Le problème de la warfarine, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est que sa marge thérapeutique est très faible, et qu'on est obligé de mesurer l'INR, et que si l'INR est trop fort, ça saigne, si l'INR est trop faible, il y a des accidents ischémiques et emboliques, et que maintenir dans la marge thérapeutique les patients est compliqué à cause des interférences médicamenteuses, alimentaires, etc. La nécessité du monitoring, donc c'est vraiment un anticoagulant assez épouvantable, la warfarine. Alors, il y a eu toute une série d'essais randomisés avec une nouvelle catégorie d'anticoagulants oraux, les anticoagulants oraux directs, soit le dabigatran, soit les antidis, l'apixaban, le rivaroxaban, l'édoxaban. Ces essais ont été poolés, je vous fais grâce de chacun des essais individuels, ils ont été poolés dans une méta-analyse sur données individuelles il y a quelques années, qui montre clairement que ces anticoagulants sont supérieurs en termes d'efficacité contre l'AVC, ils entraînent une mortalité plus faible que les antivitamines K, ils entraînent nettement moins de saignements que les antivitamines K, et en particulier, ils entraînent beaucoup moins de saignements intracrâniens, qui sont vraiment les saignements les pires, que les antivitamines K. Donc les anticoagulants oraux directs sont à la fois plus efficaces, plus sûrs, et avec une mortalité plus faible. Et donc, ils ont supplanté quasi complètement les antivitamines K, sauf dans quelques indications très particulières, les pathologies de la valve mitrale ou les prothèses valvulaires mécaniques, et puis quelques cas particuliers très rares. Mais sinon, aujourd'hui, les anticoagulants oraux directs sont le traitement qui a supplanté les antivitamines K. Donc c'est clairement un très bon traitement, beaucoup plus pratique. Pas de monitoring, pas d'interaction médicamenteuse, pas d'interaction alimentaire, mais malgré la réduction des hémorragies, les hémorragies n'ont pas disparu. Il y a quand même un vrai risque hémorragique. Et du coup, à cause du risque hémorragique, même ces anticoagulants oraux directs sont sous-employés et parfois sous-dosés, c'est-à-dire que les médecins ont peur et ils donnent des doses réduites de façon inappropriée à des patients qui devraient avoir une full dose. Et on a montré que les doses réduites ne protègent pas contre l'AVC de la même façon que la prise. L'exemple typique, c'est des patients qui, alors qu'ils ont un poids normal, une fonction rénale normale et un âge inférieur à 80 ans, reçoivent 2,5 fois 2 des liquides, qui est une dose inappropriée dans la prophylaxie des accidents vasculaires de la fibrillation atriale. Et donc, ce qui serait bien, ce serait d'avoir encore des anticoagulants plus sûrs que les anti-10 et les anti-2. Et ce n'est pas totalement impossible conceptuellement, parce que vous vous souvenez qu'il y a, si on schématise les voies de la coagulation, il y a deux voies de la coagulation. Il y a la voie extrinsèque, lorsqu'il y a une plaie externe à un vaisseau, vous coupez le doigt, ça va saigner, et puis il va y avoir une activation du facteur tissulaire, la cascade de la coagulation va se mettre en route, vous allez fabriquer de la thrombine, et ça va s'arrêter. C'est l'hémostase qui fait que quand on se fait une plaie cutanée, même une plaie profonde, eh ben, on ne meurt pas d'hémorragie, car l'hémostase fait son travail. C'est la bonne coagulation. Et puis, il y a la voie intrinsèque, qui est celle qui est liée d'une rupture à quelque chose qui se passe à l'intérieur du vaisseau, dans la lumière artérielle, où il y a libération de facteurs tissulaires à la suite typiquement d'une rupture de plaque. La rupture de plaque athéromateuse à l'intérieur du vaisseau va libérer du facteur tissulaire qui va activer la cascade de la coagulation et en particulier déclencher la voie intrinsèque avec le facteur 11 qui active le facteur 9, qui active le facteur 10, qui génère de la thrombine et avec une boucle d'amplification
qui passe par le facteur 11. Et donc le facteur 11 est quelque chose qui est dans la voie de la thrombose, la mauvaise coagulation si je puis dire, mais qui joue un rôle totalement accessoire dans l'hémostase, la bonne coagulation, si on veut. Et donc, est-ce que l'inhibition du facteur 11 serait une façon d'éviter la thrombose tout en préservant l'hémostase? Alors, en fait, ça marche dans les modèles expérimentaux très bien. Voici ici un modèle, des modèles animaux chez le singe, où on a l'efficacité sur des modèles de thrombose de l'apixaban, un anti-10, du dabigatran, un anti-2, et du BMS 62 42 96, qui est un anti-facteur 11. Et vous voyez que on a un effet dose dépendant pour restaurer le flux dans la carotide sur ce modèle de thrombose de ces trois anticoagulants qui est similaire. Donc sur l'efficacité, c'est pareil. Et quand on regarde maintenant un modèle de saignement, sur ce modèle de saignement, on voit qu'il y a une croissance dose dépendante du saignement pour l'apixaban en vert, pour le dabigatran en rouge, et par contre pour le BMS X, là, il n'y a aucun effet de croissance du risque hémorragique. Le risque hémorragique est le même que le placebo, en noir, quelle que soit la dose de cet anti. Et donc on a une dissociation entre l'effet anticoagulant d'un côté et le risque hémorragique de l'autre. Alors ça, c'est vrai chez l'animal. Est-ce que c'est vrai chez l'homme? Oui, ça a été testé dans des modèles de prophylaxie de la thrombose veineuse post-opératoire en orthopédie. On a comparé par exemple l'enoxaparine, qui est le standard dans certains pays, au milvexian, qui est un anti-11, avec différentes doses, et on voit qu'avec des doses suffisantes, on arrive à être beaucoup plus efficace que l'enoxaparine en termes de prévention de la thrombose veineuse, avec moins de saignement. Et quand on fait les rapports PKPD et qu'on regarde le risque d'accident ischémique, alors thromboembolique à gauche et de saignement à droite, on retrouve l'effet dose dépendant sur les accidents thromboemboliques à gauche et par contre une courbe complètement plate sur le risque hémorragique à droite. Donc, ça saigne très peu et le saignement ne croît pas avec la dose. Et du coup, il y a des essais randomisés avec des médicaments antifacteur 11 qui sont déjà, pour certains, publiés. Le premier a été publié l'année dernière avec un anticorps monoclonal anti-11 qui s'appelle l'abelacimab dans la fibrillation atriale, comparé au rivaroxaban. Alors, il y a malheureusement eu très peu d'événements ischémiques, donc sur l'efficacité anti-ischémique, on ne sait pas exactement ce que ça donne. Mais sur le risque hémorragique, clairement, il y a une réduction absolument spectaculaire du risque hémorragique. Donc, pas vers des anticoagulants qui ne font pas saigner. La question, c'est est-ce qu'ils protègent aussi bien contre le risque de thromboembolie que les anticoagulants complexes? Et on n'a pas encore la réponse véritablement à cette question. Alors, on les a également testés avec des petites molécules dans la fibrillation atriale. L'un d'entre eux, qui s'appelle la sundexian, a été testé dans un grand essai qui s'appelle Océanique AF, qui a été interrompu pour efficacité insuffisante. Mais ce même anticoagulant continue à être étudié dans l'accident vasculaire cérébral, en plus du traitement anti-agrégant plaquettaire, pour voir s'il ne permettrait pas d'améliorer le traitement des AVC ischémiques. Et puis, il y a une indication particulière où ça pourrait être intéressant, qui est vraiment une indication cardiologique, qui est celle du post-infarctus. Dans le post-infarctus, vous savez qu'on donne des anti-agrégants plaquettaires aux patients qui ont des infarctus, parce que c'est pour des stènes, et qu'on a besoin de leur donner des anti-agrégants plaquettaires pour éviter la thrombose des stènes. Les anti-agrégants plaquettaires n'affectent pas la génération de thrombine, en tout cas pas de façon notable, et on sait qu'il y a une activation de la production de thrombine importante en post-infarctus et qui reste élevée pendant des mois, voire parfois des années. Et donc, depuis longtemps, le concept d'associer des anticoagulants et des antiplaquettaires existe en cardiologie. Et ça fait 30 ans qu'on sait que ça marche. Par exemple, dans cet essai qui est un essai scandinave, on avait comparé les AVK, l'aspirine ou les AVK plus aspirine en post-infarctus, et on avait observé que les AVK plus aspirine, ce qui est plus efficace contre la prévention des accidents ischémiques récurrents. Le problème, c'est que les AVK, c'est un très mauvais anticoagulant, que ça fait beaucoup saigner, et que le risque hémorragique était insupportable. Après, on a fait ça avec les anticoagulants oraux directs, et dans les essais avec l'anticoagulant oraux direct, à nouveau, quand on rajoute du rivaroxaban aux anticoagulants plaquettaires, en l'occurrence ici c'était l'aspirine et le clopidogrel, ça réduit les accidents cardio-emboliques, ischémiques, ça réduit la mortalité cardiovasculaire et même la mortalité toute cause, mais ça fait saigner. Et puis dans la maladie coronaire stable, il y a eu un très grand essai qui s'appelle COMPASS, qui a comparé rivaroxaban plus aspirine, rivaroxaban à faible dose plus aspirine, rivaroxaban seul à dose intermédiaire ou aspirine seule. Et le bras qui combinait rivaroxaban et aspirine est sorti gagnant, avec même une tendance assez forte vers la réduction de la mortalité toute cause. Ce n'était pas statistiquement significatif pour des raisons de plan d'analyse statistique préspécifié qui faisait que le seuil de significativité statistique était très inférieur à 0,05. Mais
L'étude était tellement positive qu'elle a été arrêtée de façon précoce. Néanmoins, ce traitement est peu employé. Il est peu employé parce que même le rivaroxaban, ça fait saigner. Rivaroxaban plus aspirine, c'est clairement plus que rivaroxaban seul ou aspirine seule. Et donc la question, c'est est-ce qu'avec des antifacteurs 11, on pourrait arriver à avoir le bénéfice sur la mortalité et les événements ischémiques sans avoir l'essai hémorragique? Et c'est en train d'être testé dans un essai qui s'appelle Librexia ACS, dont on est en train de terminer les inclusions et que je pilote, qui compare milvexian versus placebo, en plus du traitement antiagonal plaquettaire standard chez des patients post-infarctus. Et ça s'intègre dans un grand programme d'essais cliniques, un dans la fibrillation atriale contre l'apixaban, un dans l'AVC contre placebo en plus du traitement antiagonal plaquettaire, et l'essai ACS post-infarctus versus placebo en plus du traitement antiagonal plaquettaire. On aura le premier résultat l'année prochaine avec cet essai-là. Alors, je ne résiste pas à faire une incidence sur le traitement anticoagulant oral chez les patients STELT, parce qu'on vient de présenter au Congrès européen de cardiologie il y a 1 mois et demi les résultats d'un essai français auquel on a largement participé, qui s'appelle Aquatique, qui pose la question de savoir, chez les patients qui ont de la fibrillation atriale et qui ont un traitement anticoagulant oral au long cours, et qui sont à distance de tout événement aigu ou de tout stenting, est-ce qu'il faut s'acharner à donner de l'aspirine à ces patients coronariens qui ont de la FA, ou est-ce que c'est chez ces coronariens stables qui ont de la FA, l'anticoagulant seul suffit? Donc, on a pris des patients avec des antécédents de stent de plus de 6 mois, un risque athérothrombotique élevé, un traitement anticoagulant. On les a stratifiés en fonction du traitement qu'ils recevaient avant la randomisation, et on a comparé aspirine versus placebo en double aveugle. C'est le plus grand essai dans le domaine, et les résultats sont très clairs. Le traitement par aspirine n'améliore pas le pronostic de ces patients, il est plutôt même un peu moins bon. Ça augmente considérablement le risque de saignement, ça triple le risque de saignement, et la mortalité toute cause est plus élevée dans le bras aspirine que dans le bras placebo. Et donc, si vous avez des patients coronariens sous anticoagulants au long cours, il faut leur arrêter l'aspirine, il faut qu'ils restent sous anticoagulants seuls, ce qui suit. Voilà. Même les patients stentés, qui sont sous anticoagulants oraux, ils doivent recevoir le traitement anticoagulant seul et ils ne doivent plus recevoir d'aspirine au long cours, en plus du traitement anticoagulant oral. Et je passe mes consultations à déprescrire l'aspirine à ce type de patients quand je les vois. Et puis je vais terminer par un peu plus un regard vers le futur, c'est-à-dire l'avènement des traitements de précision en cardiologie. D'abord, les traitements ciblés issus de la biologie, et le prototype des traitements ciblés, c'est le mavacamten. Vous savez qu'il y a une affection qui s'appelle la cardiopathie hypertrophique obstructive, où il y a un épaississement du muscle cardiaque qui gêne, il devient tellement épais qu'il gêne l'éjection ventriculaire gauche, avec une obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche au moment de la contraction systolique, et qui peut donner des symptômes extrêmement désagréables, des essoufflements à l'effort, de l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme et des morts subites. Donc, qui affecte à la fois la qualité de vie et la quantité de vie des patients. Et c'est lié à une augmentation des cross-bridges entre l'actine et la myosine pathologique. C'est souvent d'ailleurs des pathologies génétiques. Et la recherche fondamentale a mis en évidence des mécanismes pharmacologiques pour diminuer le nombre de cross-bridges entre l'actine et la myosine. Et donc, on a, à partir de ces connaissances biologiques, établi des traitements, en particulier ce traitement qui s'appelle le mavacamten, mais c'est le premier d'une catégorie de plusieurs médicaments similaires comme l'aficamten et d'autres, qui diminuent l'hypercontractilité du ventricule gauche, améliorent la compliance et la fonction diastolique, améliorent l'énergétique du muscle cardiaque. La question, c'est est-ce que ces traitements marchent en clinique? Et la réponse est oui. Quand on donne ces traitements, eh bien, on diminue les gradients de la chambre de chasse en écho, à la fois au repos, à l'exercice et avec les manœuvres de Valsalva, et on change le pronostic de ces patients. Et il y a toute une série d'essais avec cette nouvelle catégorie de médicaments, vraiment des médicaments issus de la compréhension physiopathologique de la maladie et qui sont issus de la recherche fondamentale pour cibler exactement le mécanisme de la maladie. C'est assez élégant. J'aurais pu faire le même exercice avec le traitement de l'amylose cardiaque, où là aussi il y a des progrès issus de la recherche fondamentale qui sont assez incroyables et assez spectaculaires. Mais j'ai choisi de vous parler du cholestérol parce que c'est le sujet que je préfère, et de vous parler de l'hypercholestérolémie. Et une des raisons pour lesquelles je voulais vous en parler, c'est que c'est quelque chose qui est parti de Bichat, puisque je voulais vous parler des inhibiteurs de PCSK9. Le groupe de génétique de Catherine Boileau a été le premier groupe au monde qui a identifié, il y a maintenant plus de 20 ans, une famille libanaise, qui avait trouvé Mariana Bifanel,
il y avait l'hypercholestérolémie familiale sévère avec un infarctus prématuré chez le probant et chez ces enfants qui avaient 3 et 5 ans, déjà une hypercholestérolémie majeure. Et ils se sont étonnés parce que le gène du récepteur OLDL cholestérol, qui est traditionnellement la mutation la plus fréquente dans les hypercholestérolémies familiales, était normal. Donc ils ont cherché quelle anomalie génétique donnait ça, et ils ont identifié une protéine qui s'appelle PCSK9, qui avait une mutation qui entraînait une augmentation de la fonction de PCSK9 qui était plus exprimée que normalement. Et PCSK9 entraîne quelque chose qui va perturber le recyclage des récepteurs LDL à la surface des hépatocytes. Comme il y a moins de récepteurs LDL, le cholestérol n'est pas capté par les hépatocytes et donc le taux de cholestérol flambe. 2 à 3 années plus tard, le groupe de Helen Hobbs au Texas a fait une étude similaire, mais cette fois-ci sur une mutation différente, qui était une mutation de perte de fonction chez les Afro-Américains. Et ils ont observé que ces Afro-Américains, avec cette mutation de perte de fonction de PCSK9, ils avaient un shift vers la gauche de la distribution du cholestérol, avec un cholestérol plasmatique beaucoup plus bas, et depuis l'enfance. Et ce cholestérol plasmatique beaucoup plus bas depuis l'enfance aboutissait à une réduction de plus de 80% à droite de l'incidence des maladies coronaires. Ils étaient génétiquement protégés contre la maladie coronaire. L'industrie pharmaceutique s'est dit, ah, mais là, il y a une cible thérapeutique. Et 5 ans plus tard, des médicaments sont disponibles, inhibiteurs de PCSK9, d'abord des anticorps monoclonaux, dont on a montré que les volocumab, la virocumab, qu'ils entraînent une baisse de plus de 50%, pratiquement 60 à 70% du cholestérol plasmatique, avec des injections bimensuelles ou mensuelles, et que cette baisse est soutenue au fil du temps, sur plusieurs années. Alors c'est bien de baisser le cholestérol, mais est-ce que ça améliore le pronostic? Ça a donné lieu à des essais thérapeutiques, 2 grands essais thérapeutiques, un dans la maladie coronaire stable, l'autre en post-infarctus, et les deux ont montré qu'il y avait une baisse de 15 à 20% des événements, probablement baisse un peu sous-estimée parce que les médicaments hypocholestérolamiants, il leur faut du temps pour que leurs bénéfices se voient sur les événements cliniques, et pendant les 6 à 12 premiers mois, l'effet est assez modeste. C'est au bout de 1 an que vraiment les courbes se mettent à diverger, et donc si on avait observé les patients un peu plus longtemps, vraisemblablement on aurait un bénéfice un peu plus important, et les études de suivi l'ont confirmé depuis. Ces études ont été un peu trop courtes. Et on n'a pas seulement observé que ça marchait, mais on a observé d'autres choses, à la fois en termes d'efficacité et de sécurité. La première chose qu'on a observée, c'est qu'on a confirmé une relation très forte entre le taux de cholestérol et le risque cardiovasculaire, y compris la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause, sans plancher. Sans plancher, ça veut dire que lower is better, véritablement. Quel que soit le taux de cholestérol atteint, plus il est bas, mieux c'est. Et on observe clairement un effet plus bénéfique lorsque le cholestérol est le plus bas possible, même à des valeurs extrêmement basses, dans ce qu'on appelle les teens, des patients qui ont moins de 20 mg par décilitre de LDL cholestérol mesuré, donc pas calculé, mais mesuré, parce que dans ces valeurs-là, l'équation de Friedewald qui permet de calculer le cholestérol est très imprécise. Parce qu'on mesure le cholestérol, même les patients qui sont en dessous de 20 mg par litre, ils ont un pronostic cardiovasculaire qui est nettement meilleur. Mais vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est bien toléré? Quelle est la sécurité d'avoir un cholestérol de façon chronique très bas, inférieur à 50, 40, 30, voire 20? Alors, on nous avait prédit pique-pendre, on nous avait annoncé quand on a designé ces essais, les patients vont avoir des troubles cognitifs, ils vont devenir agressifs, ils vont perdre la mémoire, ils vont se suicider, parce qu'il y a eu des essais il y a 40 ans qui avaient dit qu'il y avait un excès de suicide chez les gens qui prenaient des médicaments hypocholestérolémiants. Ils vont avoir de la cataracte, ils vont avoir du diabète, ils vont avoir des hémorragies intracrâniennes, ils vont avoir toutes sortes de problèmes. Alors, il y a eu des études prospectives pour regarder la cognition, avec des tests de cognition spécifiques, aucun effet sur la cognition. On a regardé les accidents vasculaires cérébraux, il y a moins d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques, très clairement, et il n'y a pas plus d'accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, il y en a même numériquement moins. Et non seulement il y en a moins, mais en plus, il n'y a aucune relation entre le taux de cholestérol atteint sous traitement et le risque d'AVC hémorragique. On a regardé les cataractes, c'est un travail de Gaspard Suc, qui a regardé s'il y avait plus de cataractes. Il n'y a aucun excès de risque de cataracte, y compris chez les patients qui atteignent des taux de cholestérol répétés inférieurs à 15 mg par décilitre. Il n'y a pas plus de diabète, il y a même plutôt une hémoglobine glycée qui est plus basse, la glycémie à jeun est la même, et le risque de diabète chez les patients non diabétiques avant la randomisation, le risque relatif, il est à 1,00. On peut dire que c'est assez neutre. On avait aussi dit qu'ils auraient du cancer, ils n'ont pas plus de cancer, et même chez les sujets âgés, il y a une tendance favorable, plutôt un peu moins de cancer chez les sujets de plus de 64 ans. Alors, dans quelques semaines, il y aura un autre grand essai clinique avec les inhibiteurs de PCSK9 qui va être présenté au Congrès américain cardiologique, qui s'appelle Vesalius, qui lui s'intéresse aux patients qui n'ont jamais eu d'événement cardiovasculaire. C'est assez différent des deux populations qui ont été traitées jusqu'ici, qui étaient de la prévention secondaire. Et là maintenant, c'est le même traitement en prévention primaire. On s'attend tous à ce que cet essai soit très positif, et on aura les résultats le 9 novembre. Alors,
Les anticorps monoclonaux, c'est la première catégorie de traitement qui a été montrée efficace. Vous savez qu'ils sont très contingentés parce qu'ils sont en théorie coûteux, bien qu'en France, le coût réel payé par la sécurité sociale soit très faible. Mais c'est des médicaments assez idéaux parce que c'est des médicaments très puissants, à action prolongée, donc ça règle le problème de l'adhérence au traitement de prévention, qui en cardiologie est un vrai problème, parce que les gens ne prennent pas leur traitement. Ils ne voient pas les bénéfices du traitement, mais par contre, ils voient l'inconvénient de prendre des comprimés tous les jours. Ils ont éventuellement les effets secondaires du traitement. Et là, on a un traitement injectable, mensuel ou bimensuel, et qui est virtuellement sans aucun effet secondaire. Le seul effet secondaire, c'est chez 2 à 3% des gens, des réactions locales au poids de fonction, généralement des réactions d'ailleurs assez mineures, chlorite, rougeur, etc. On peut aller encore plus loin, et au lieu d'utiliser des anticorps monoclonaux, on peut utiliser des RNA interférents, des siRNA, et il y a déjà dans le commerce, dans la plupart des pays, pas en France, mais dans la plupart des pays, un siRNA contre PCSK9 qui s'appelle l'inclisiran. Et l'avantage du siRNA, c'est que son action est encore plus prolongée, avec un effet hypocholestérolémiant qui dure 3 à 6 mois, ce qui permet d'envisager un traitement semestriel, injection semestrielle, et il y a d'autres traitements qui arrivent avec des injections annuelles. Est-ce que vous avez votre piqûre de médicaments hypocholestérolémiants de l'année? Ça, ce serait, en termes de compliance et d'adhérence, un progrès assez immense. Donc, ces médicaments font très très bien baisser le LDL cholestérol, mais on ne sait pas encore s'ils améliorent le pronostic cardiovasculaire. C'est la raison pour laquelle l'assurance maladie dit, en France, on ne commercialisera pas ces médicaments. Donc, on n'aura pas les résultats cliniques montrant que ça réduit les événements cardiovasculaires. Et il y a 2 grands essais en cours, Orion 4 au Royaume-Uni et aux États-Unis, Victorion de Prevent dans le monde entier. Les 2 essais ont à peu près 17 000 patients. Moi, je pilote Victorion 2, et on aura les résultats en 2027. D'ici 2027, on n'a pas accès à ce médicament. Alors, en attendant d'avoir accès à ce médicament, quand même, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de prédire ce qui va se passer. Alors, la première façon de prédire ce qui va se passer, c'est de faire de la randomisation mendélienne, s'appuyer sur la génétique et de regarder les variants génétiques qui miment le mécanisme d'action du siRNA par rapport aux variants génétiques qui miment le mécanisme d'action de l'anticorps monoclonal. Et quand on fait ça, eh ben, on s'aperçoit que l'effet est à peu près similaire. Donc, la randomisation mendélienne prédit que les traitements vont marcher pareil. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin, essayer de modéliser in silico l'effet qu'on va obtenir? On connaît quand même assez bien les relations entre les médicaments hypocholestérolémiants et leur effet sur les mécanismes intermédiaires, le LDL cholestérol, le HDL cholestérol, la LP les triglycérides, la coagulation, l'inflammation, etc. Et le risque cardiovasculaire. Et donc, on peut construire des systèmes d'équations pour faire in silico un essai simulé essayant de reproduire ce qui se passe avec des médicaments sur des populations virtuelles. Et l'avantage de ces in silico, c'est que vous pouvez faire des populations virtuelles très grandes. Vous pouvez faire des centaines de milliers de patients virtuels, et puis vous pouvez faire des centaines de milliers de patients virtuels en les divisant en sous-groupes, les diabétiques, les hommes, les femmes, les insuffisants rénaux, les non-insuffisants rénaux. Vous pouvez simuler plein de populations. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on arrive à reproduire dans ces populations virtuelles ce qu'ont obtenu les essais cliniques du passé? Alors, on s'est amusé à cet exercice-là avec Nova, qui est une firme qui fait des essais in silico, et avec le soutien de Novartis. Et on a regardé, on arrive à reproduire les effets, par exemple, de l'évolucumab ou de l'inclisiran sur les niveaux de LDL cholestérol, et on arrive à simuler ce qui se passerait si on avait refait l'essai Fourier dans cette population virtuelle. Donc, on arrive à reproduire exactement les résultats du passé avec la population virtuelle et le modèle. Mais évidemment, l'intéressant, c'est d'essayer de prédire l'avenir. Là, vous voyez les résultats de l'essai Fourier, les résultats simulés en ligne continue et les résultats réels de l'essai en ligne pointillée. Vous voyez qu'il y a une superposition parfaite, donc le modèle est bien calibré. Et donc, on s'est amusé à essayer de prédire ce qui va se passer dans l'avenir avec l'inclisiran. Et notre prédiction, ça n'engage à rien aujourd'hui puisqu'on n'a pas les vrais résultats, c'est de dire qu'il y aura une réduction de 25% des événements cardiovasculaires, de 7% de la mortalité cardiovasculaire, de 35% du risque d'infarctus du myocarde et de 26% du risque d'accident vasculaire cérébral ischémique. Et quand on aura les vrais résultats, on pourra les comparer, regarder est-ce que le modèle était pertinent. Et si ces modèles sont pertinents, ben, ça va être extrêmement utile pour l'avenir, pour avoir des résultats plus vite et à un coût infiniment moindre que des essais qui doivent inclure 18 000 patients dans le monde entier et les suivre pendant 5 ans. Mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai. C'est un joli modèle, mais c'est une modélisation. Alors, je voulais aussi vous dire qu'il arrive des anticorps, des médicaments inhibiteurs de PCSK9 oraux, ceux qui ne veulent pas s'injecter, qui ont à peu près la même efficacité et qui sont en train d'être testés aussi dans des programmes d'essais cliniques. Il y aura au Congrès américain de cardiologie les premiers résultats de l'essai du programme Coral Reef, et il y aura probablement l'année prochaine les premiers résultats de l'essai
Azure. Mais on va encore plus loin, et il y a des gens qui disent, en fait, maintenant, il faudrait faire du traitement génétique, la thérapie génique de l'hypercholestérolémie, parce que le cholestérol, en fait, ça n'a que des effets délétères en termes de risque de maladie cardiovasculaire. Et on a maintenant observé de façon répétée, par la génétique, avec les mutations dont je vous ai parlé, et par les essais thérapeutiques, qu'avoir un cholestérol très bas, ça protège extrêmement efficacement contre les maladies cardiovasculaires qui sont la cause numéro 1 de mortalité au monde, et que ça n'a pas d'effet délétère. Et donc, Sekati Rezan, qui est un très grand chercheur américain, a monté une start-up qui s'appelle Verve, avec l'idée de faire de la thérapie génique pour inhiber les maladies cardiovasculaires, et en particulier, par exemple, pas seulement, PCSK9, avec la technique CRISPR-Cas9. Et donc, son idée, c'est qu'on fait une injection de nanoparticules qui vont aller dans le foie, ciblées vers le foie, parce que tout PCSK9 est exprimé dans le foie, et le foie, on sait bien le cibler par une injection intraveineuse de nanoparticules. Et on va aller modifier le gène de PCSK9 dans le foie avec un traitement unique à vie. Une injection et ensuite vous êtes traité à vie. La raison pour laquelle Sekati Rezan s'est lancé là-dedans, c'est qu'il est d'une famille avec de l'hypercholestérolémie familiale et il a perdu son frère à l'âge de 40 ans d'infarctus du myocarde. Alors le concept, c'est d'aller modifier une base dans le gène de PCSK9 et cette modification de une base change la lecture du gène et silence aboutit finalement à réduire au silence l'expression du gène. Alors chez le singe, ça marche très bien. Vous voyez qu'on arrive à éviter 67% de PCSK9 dans le foie, à réduire de 90% quasiment la protéine circulante, à réduire de 60% le taux de cholestérol, et ceci se maintient pendant au moins 1 an. Et il y a déjà eu 2 essais cliniques avec ça. On n'est pas au premier, on est au 2e essai clinique, chez les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale et qui ont un cholestérol qui reste élevé malgré tous les traitements disponibles. Ils ont fait une étude de phase 1 avec des doses croissantes, et on a les résultats de la phase 1 qui montrent qu'on arrive à réduire de 60% l'expression de PCSK9 et de jusqu'à 50% le taux de cholestérol circulant de façon définitive. On a maintenant 18 mois de recul sur les premiers patients. Donc, traitement définitif de l'hypercholestérolémie avec une injection. Et en réalité, les nanoparticules et CRISPR-Cas9, ça ne coûte pas si cher que ça à fabriquer. Ce n'est même pas un traitement coûteux en termes de fabrication. Après, il y a le coût du développement, etc. Mais le médicament lui-même n'est pas un médicament coûteux, beaucoup moins coûteux, par exemple, que les anticorps monoclonaux qui coûtent réellement cher à fabriquer. Alors ça, c'est la thérapie génique. Mais ce qui est encore mieux, c'est la thérapie épigénétique. Et se dire, en fait, on n'a pas besoin d'aller modifier le gène de PCSK9, parce que le gène de PCSK9, il n'est pas anormal. On ne va pas aller faire de la thérapie génique, on pourrait simplement empêcher son expression en allant faire de l'épigénétique. Et cette équipe a mis au point un éditeur, un épigénétique éditeur, qui va permettre d'aller méthyler les sites CPG du promoteur du gène de PCSK9 chez la souris. Et voilà, ici on a la zone du gène du promoteur de PCSK9. Ici, on a les groupes contrôle, le véhicule, Cas9, CRISPR, peu importe, ce sont des contrôles positifs et des contrôles négatifs. Il n'y a aucune barre verticale ici, il n'y a pas de méthylation. Et ici, vous avez les souris, parce que ça c'est chez la souris, qui ont été traitées avec l'éditeur épigénétique, avec les barres verticales de méthylation dans la zone du promoteur de PCSK9, 28 jours et 1 an après le traitement, avec le maintien de l'inhibition. Et c'est transmis aux cellules filles, cette inhibition. Ce silencing du gène est définitif. Et ça aboutit donc à une réduction considérable de l'expression de PCSK9, à une baisse des taux de cholestérol très prolongée et très marquée chez la souris et chez le primate également. Avec ici, chez le primate, vous voyez une réduction des taux de PCSK9 qui est dose dépendante, on atteint le plateau assez vite, et qui est prolongée et définitive, et avec une corrélation parfaite entre la méthylation des sites du promoteur et l'expression du gène. Alors vous allez me dire, ça c'est très très bien, mais est-ce que c'est vraiment plus intéressant? Alors la cerise sur la crème chantilly, c'est qu'en fait, en plus, c'est réversible comme on veut. C'est-à-dire qu'on a les mécanismes de réversion, on injecte chez la souris un réactivateur qui permet, après l'avoir éteint le gène, de le rallumer à volonté au moment de l'injection. Once and done. Un traitement unique pour la vie, et on traite l'hypercholestérolémie familiale de façon définitive. Alors ça, je veux dire que c'est quand même assez bluffant. Et je pense que ces thérapies, CRISPR-Cas9, l'epigenetic editing, c'est des thérapies qu'on va avoir beaucoup plus vite que vous ne croyez. Il y a 1 mois, on a traité ici des patients avec CRISPR-Cas9 pour l'amylose. Il y a eu à Bichat, un patient qui a reçu une thérapie génique, CRISPR-Cas9 pour l'amylose.
Donc, ce n'est pas des traitements pour dans 15 ans. C'est des traitements peut-être pour dans 2, 3 ans, 5 ans, pour leur première application clinique. Mais en fait, tout ça, tout ce que je vous ai parlé, c'est déjà la recherche d'avant-hier. La recherche de demain, elle est aujourd'hui. Et j'ai lu cet été un papier sur lequel je me suis vraiment beaucoup remué les méninges pour essayer de le comprendre. C'est un papier difficile, mais qu'il faut que vous lisiez absolument. Je ne résiste pas à vous en parler, même si c'est un tout petit peu périphérique avec notre sujet. C'est un papier sur comment on peut utiliser les large language models, l'intelligence artificielle, pour prédire le pronostic des maladies en général. Et je ne parle pas que des maladies cardiovasculaires. Ce papier, c'est un papier qui est paru dans Nature cet été, qui s'appelle Learning the Natural History of Human Disease with Generative Transformers. Le premier auteur s'appelle Schmachtko, c'est un bioinformaticien, et alors en plus, moi je suis tombé les nues avec ce truc-là en me disant c'est extraordinaire, et les bioinformaticiens auxquels j'en ai parlé me disent mais ouais, on sait déjà faire ça depuis quelques années. Leur idée, c'est qu'en gros, exactement de la même façon que ChatGPT, comment il communique, comment il écrit des phrases? Il interprète et il écrit les phrases parce qu'il a des modèles prédictifs qui lui disent que lorsque je dis ce matin le ciel est gris, il va pleuvoir, si je n'ai pas le mot pleuvoir, ce matin le ciel est gris, il déduit que statistiquement le mot après ça va être pleuvoir. Les mots précédents sont associés à une probabilité matricielle que le mot suivant soit pleuvoir très forte. Et donc, c'est le mot qui suit. C'est son mécanisme général de fonctionnement. Il prédit, en fonction de toute une série d'informations qu'il a en amont, qu'on appelle les tokens, les jetons. Et ce que ont construit ces bioinformaticiens, c'est un modèle qui s'appelle Delphi, Delphi 2M, qui considère tous les événements de santé comme des jetons, le sexe comme un jeton, l'âge comme un jeton, le mode de vie, fumeur, pas fumeur, comme un jeton, les facteurs socio-économiques comme des jetons, et on aligne les jetons comme les mots d'une phrase. Et donc, si on a les mots d'une phrase, eh bien, on utilise un large language model pour prédire le mot suivant. Alors, la mécanique est beaucoup plus complexe que ça. Il faut lire le papier. Vous allez voir, c'est assez gratiné. Ils l'ont entraîné sur la UK Biobank, sur 500 000 sujets, qui avaient 7 millions d'événements, 7 millions de tokens, de jetons, 80% de training, 20% de validation. Et ensuite, ils les ont suivis longitudinalement pendant 2 ans pour voir si la prédiction était bonne. Ils ont réentraîné le modèle. Et puis ensuite, ils l'ont validé en validation externe sur la base de données des habitants du Danemark, la base de données nationale, 1,9 million de sujets, 11 millions de jetons. Et ils l'ont utilisé pour prédire 906 maladies chez les hommes, 957 maladies différentes chez les femmes. Et ils donnent des échantillons, puis alors il faut lire les annexes, du modèle de prédiction. Et par exemple, ils peuvent prédire la survenue de septicémie, de varicelle, de cancer du pancréas, de cancer du sein, d'Alzheimer, en fonction du sexe, évidemment, avec plus de cancer du sein chez la femme, le diabète insulinodépendant, la dépression, l'infarctus du myocarde, l'asthme et la mortalité toute cause. Avec des aires sous la courbe qui varient suivant les maladies, mais beaucoup sont largement au-dessus de 0,7. Vous voyez ici, chaque point, c'est une maladie. Les couleurs correspondent au code ICD-10. Donc, par catégorie de maladie, vous avez ici tous les appareils qui sont considérés. Les maladies infectieuses en vert, les cancers en orange, les maladies du sang en rose, les maladies métaboliques en vert, les maladies mentales en bleu, etc. Pas de différence entre les hommes et les femmes. Et plus on cherche à prédire à court terme, plus on est efficace. Et vous avez ici voilà, les courbes ROC pour la mortalité, pour la démence, pour les maladies cardiovasculaires. Donc, on sait déjà faire ça, non pas pour une maladie, mais pour des centaines de maladies. Et donc ça, on peut imaginer que demain, ce type de modèle, comme ChatGPT, ils vont être accessibles sur Orbis. C'est pas très compliqué de mettre ça sur Orbis. Et le modèle, il existe déjà, Delphi 2M existe. Donc c'est exactement comme ChatGPT, il va y avoir un site internet, après il faut qu'il soit sécurisé, etc. Et si on arrive à lier ça au Electronic Health Records, que sont Orbis ou des choses similaires, le SNDS, on va avoir une capacité prédictive qui va être assez impressionnante, avec la capacité de dire à quel âge ça va arriver et un horizon de 20 ans. Donc, il faut absolument que vous lisiez ce papier, ça m'a littéralement bouleversé, et je pense que ça va vous bouleverser parce que c'est, je pense, quelque chose qui va révolutionner notre fonctionnement médical. Voilà, je m'arrête là. Je vous ai donné le passé, le présent et je pense un petit peu l'avenir.
Est-ce que vous voulez profiter, poser des questions sur... Ouais, J'ai une question. On connaît le déficit de données sur les femmes par rapport aux hommes en cardiologie, sur les essais de qualité en cardiologie. Dans tous ces grands essais, quel était le ratio homme-femme et si le ratio était équivalent, est-ce qu'on a pris en compte toute l'histoire gynécologique des femmes pour le mettre en relation? Alors, c'est un domaine, c'est un front de recherche extrêmement actif. Là, des années, maintenant, depuis 5-6 ans, c'est un front où il y a beaucoup d'actions, de financement, d'essais, d'études, de cohortes, etc. Donc, ça bouge pas mal. Alors, c'est vrai qu'on a généralement moins de femmes que les hommes dans les essais cliniques. Je voudrais juste apporter un tout petit bémol à cette observation. Dans le domaine qui est le mien, celui de l'infarctus du myocarde, on a regardé quelle était la proportion de femmes qui ont des infarctus du myocarde par rapport aux hommes. Et on a regardé dans le SNDS, donc on a 99% de la population française, Jules qui est ici à ce travail, et on a regardé le SNDS 2016-2021. On a regardé sur des centaines de milliers d'infarctus du myocarde, toute la population française, tous les infarctus du myocarde d'hospitalité, combien il y avait de femmes. Et on s'attendait à ce que ce soit 50%. En fait, ce n'est pas du tout 50%. Suivant les années, ça fluctue entre 26 et 31%. Donc les femmes, elles ont moins d'infarctus que les hommes, elles les ont plus tard. Mais il y a moins statistiquement d'infarctus du myocarde chez la femme que chez l'homme. Donc, la première des choses, il ne faut pas s'imaginer que ça va être 50-50. La proportion de la population, c'est 50-50. Et la proportion de femmes qui ont des maladies, notamment athéroscléreuses, est plus faible que les hommes, en grande partie parce que les femmes, elles fumaient moins dans le passé. Et malheureusement, vous savez que en proportion, le tabagisme féminin croît. Mais traditionnellement, les femmes fument moins, c'est un gros facteur de protection. L'autre facteur de protection, c'est évidemment les hormones sexuelles jusqu'à la ménopause. Il y a pas mal de discussions épidémiologiques sur ça, parce qu'en fait, quand je regarde les courbes de mortalité cardiovasculaire, elles ne s'infléchissent pas clairement à la ménopause, donc il y a un peu une discordance, mais il est assez observable que quand même, ça doit jouer un rôle important. Donc, il y a ça. Alors, dans tous ces essais, absolument tous aujourd'hui, on regarde homme versus femme systématiquement. C'est très rare qu'il y ait des interactions importantes. Il y en a eu une qui a été rapportée pour un essai thérapeutique sur les bêta-bloquants il y a 2 mois au Congrès européen, femmes-hommes avec un effet délétère des bêta-bloquants chez les femmes, pas chez les hommes. C'est souvent très inconstant, ces études de sous-groupe et d'interaction, parce que les puissances statistiques des analyses d'interaction sont assez faibles. Moi, mon impression, c'est que la plupart des traitements dont je vous ai parlé, les hypocholestérolémiants, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les anticoagulants, les antirégulants plaquettaires, on n'a pas d'argument solide pour dire que fondamentalement, le bénéfice, le risque ou le rapport bénéfice-risque soit très différent chez les hommes et chez les femmes. On aimerait avoir plus de données chez les femmes, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait des interactions très fortes. Et alors, vous savez que par ailleurs, les grands journaux comme le New England et Lancet exigent maintenant systématiquement qu'on présente ces sous-groupes. C'est une obligation. Quand vous soumettez un papier au New England, vous devez donner les sous-groupes, hommes versus femmes, et également en fonction de l'ethnicité, notamment pour les Afro-Américains. C'est une obligation maintenant technique pour soumettre un papier sur un essai clinique. J'avais une question, enfin merci, c'était formidable. À propos des modulateurs épigénétiques en particulier, qui effectivement ils sont hyper attrayants et on voit bien le futur se développer dans beaucoup de maladies pour moduler l'expression de certains gènes. Vous qui êtes en relation avec, que ce soit l'industrie ou avec les autorités sur les autorisations de médicaments, vous sentez comment le feeling ou l'acceptabilité de ce type de procédure de moduler le génome des humains pour des maladies qui sont non génétiques? Alors, moi, je pense que ce qui va se passer est assez prévisible, c'est-à-dire que c'est très acceptable pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas d'alternative thérapeutique. On voit bien que dans la cardiopathie hypertrophique ou dans l'amylose cardiaque, ce sont des maladies extrêmement graves, rares, pour lesquelles il n'y a pas de traitement pharmacologique très efficace. On a des traitements qui ralentissent l'évolution de la maladie, mais on n'a pas de traitement étiologique. Ben là, ça va être acceptable de tenter ces traitements. De la même façon, en oncologie, on voit bien que ces traitements sont en train d'arriver et c'est par là qu'ils vont rentrer. Après, la grande question de la sécurité est une question qui est posée pour des pathologies beaucoup plus fréquentes où il y a des alternatives thérapeutiques. Dans le traitement de l'hypercholestérolémie, on a quand même plusieurs médicaments oraux, des médicaments injectables, les anticorps monoclonaux, les siRNA, des médicaments oraux anti-PCSK9. Donc, on a toute une série d'alternatives avant d'arriver à la thérapie génique. Mais, dans 5 ans, quand on aura le recul sur les stratégies CRISPR-Cas9 ou l'epigenetic editing, si on s'aperçoit que vraiment c'est sûr, ces traitements vont être très attractifs parce que once and done, c'est quand même, ça règle le problème de l'adhérence qui est en prévention, c'est le problème numéro 1, et c'est des traitements qui ne coûtent pas cher.
En fait, fabriquer des nanoparticules lipidiques avec CRISPR-Cas9, ça ne coûte pas très cher. Et donc, c'est scalable d'une façon qui est assez impressionnante. Bon. Et c'est once. C'est un seul traitement. Même si vous le payez $5 000 pour un traitement définitif, c'est quand même assez remarquable. Et j'ajouterais que c'est le comble de la prévention. On dit toujours la prévention. Comment faire des économies de santé pour faire plus de prévention? La cause numéro 1 de mortalité au monde, c'est l'infarctus du myocarde, c'est la deuxième en France. Vraiment, ça va être quand même la deuxième. Si vous avez la capacité d'éradiquer la deuxième cause de mortalité en France, ça se discute, Je sais pas. le cancer. On a fait tellement de progrès avec le traitement des maladies cardiovasculaires, on est maintenant deuxième. On est fait. C'est vrai. Quand vous regardez les courbes de mortalité par catégorie de maladies, l'oncologie, le cancer, ça a un peu baissé, la mortalité par maladie cardiovasculaire, c'est tombé. On rattrape avec Laurent. Une question par rapport à l'épigénétique aussi, du coup, quel est le principal risque par rapport à ça? Pour l'instant, on n'a pas clairement identifié de risque particulier, puisqu'on n'interfère pas du tout avec le génome. On est vraiment dans l'expression des promoteurs, ça les signe. On ne sait pas quels sont les effets secondaires, est-ce qu'il va y avoir des réactions anaphylactiques. Bon, pour l'instant, on a traité des primates, pas encore traité des hommes avec l'épigénétique, effectivement. Mais en théorie, on ne s'attend pas à un profil de sécurité très problématique. C'est très, très spécifique par définition. Ces traitements, ils sont extrêmement ciblés. Donc, on espère que ça va être des traitements sûrs. On n'en a pas encore la preuve. CRISPR-Cas9, on n'a pas de problème majeur pour l'instant qui ont été rapportés. Les principaux problèmes qui ont été rapportés sont liés à la toxicité hépatique des nanoparticules elles-mêmes, pas des CRISPR. Et donc, les systèmes de vectorisation vers le foie qui doivent être améliorés. C'est pour ça que, par exemple, avec les essais de Verve, le premier essai a été interrompu parce qu'il y avait un patient qui avait des réactions hépatiques. Et ils ont amélioré leur vectorisation des nanoparticules. Et la deuxième génération semble ne pas donner de réaction hépatique. Et pour la course Covid, qui a eu l'amylose, je pense que ça donne des réactions inflammatoires dans l'injection. Ouais. 72 heures de fièvre, c'est pas au top et puis ça passe. Oui, c'est adénovirus ou c'est. Ah non, 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 c'est totalement passif. Il n'y a pas d'adénovirus. Si pour l'amylose, Ouais. c'est des nanoparticules. avec l'avantage que ce soit hépatique. Voilà, le foie, c'est un organe qu'on sait bien cibler. Alors ça ne s'applique pas à toutes les pathologies. Par exemple, pour les pathologies du muscle, on envisage une stratégie adénovirale. C'est une autre paire de manches. Ouais. Mais voilà, dans les myopathies musculo-squelettiques, c'est des maladies effroyables. Le pronostic est de toute façon recommandable. On est prêt à, entre guillemets, accepter un risque pour l'amélioration symptomatique qui va aller avec. Est-ce que vous savez si du coup, un peu tout ce qui est de la cible de siRNA, donc par une expression hépatique en fait, est en train de faire l'objet de recherches sur l'épigénétique? Parce que c'est un peu ça les. Oui, il y a des firmes pharmaceutiques entières qui sont développées sur les siRNA, à Myriam. Ouais. Et après, il va y avoir des firmes qui vont se développer sur l'exemple que je vais montrer, c'est les firmes qui ont monté une startup qui fait que de l'étude génétique. On va décliner ça C'est plein de pathologies. L'outil lui-même va devenir un formidable vecteur d'innovation. que c'est hépatique, quoi. Ouais. Ça fait quelques maladies, mais. Ça fait pas mal de maladies. Mais, ouais. On l'hypertension. Avec les anti-androgènes. Exactement. S'il était sûr. Et pour prendre un petit café, un petit croissant, c'est un moment qui est convivial. Un immense merci vraiment à Gabriel Seg. On va diffuser l'enregistrement. Vraiment l'overview. La dernière diapo, c'est le cheval d'acier sur la scène, au moment de la cérémonie d'ouverture des JO. Au 6e étage, on a une terrasse. Je pense que seul Gabriel Seg pouvait nous donner un overview avec autant de recul, assez présent futur.